Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans Radio Ma'arif. Nous sommes très très heureux aujourd'hui d'être à Marrakech, dans un cadre magnifique avec le professeur Oujama. Comment ça va, professeur? Bonjour mes amis, bonjour aux éditeurs de Radio Ma'arif. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler encore de certains des grands personnages de l'histoire du Maroc qui nous ont marqués depuis bientôt 10 siècles et qui ont façonné le Maghreb et le Maroc en particulier. Je veux dire Youssef Ben Tachfine. Voilà, alors c'est ça le sujet. Le sultan ou le sultan almoravide. Ou appelez-le comme vous voudrez, mais c'est Youssef Ben Tachfine. Comment vous l'avez appelé? Bon, à partir de certaines dates, on parlait du sultan. Mais au temps des Almoravides, des Almohades et même des Mérides, il n'y a pas de sultan. Parce que le sultan, c'est un terme qui est venu avec l'arrivée des Turcs en Afrique du Nord, en Algérie. Et les premiers sultans du Maroc, c'est les Saadiens. Puis les Alaouites jusqu'à aujourd'hui. Ils vont devenir des rois. Oui. Au XXe siècle. Alors, Youssef Ben Tachfine, il est né quelque part en Mauritanie aujourd'hui, dans la région d'Edrar, vers 1006. Il a vécu près d'un siècle. Oui, il a une grande longévité, Youssef Ben Tachfine. Exactement. C'est le personnage le plus âgé du pouvoir marocain jusqu'à aujourd'hui. Alors, je divise généralement sa vie en deux parties. La première partie, les 50 premières années, je les appelle plutôt les années de la formation du stage. Et le demi-siècle, c'est la partie où il est devenu le chef, le roi ou le khalifa. Il est né donc vers 1006, il est mort vers, soi-disant, 1106, donc ça nous fait à peu près un siècle. J'ai dit dans la région de la Mauritanie. Quand vous dites qu'il n'était pas sultan, comment il s'appelait lui-même? Amir? Il va prendre le titre de Amir al-Muslimin. On va en parler plus tard. Donc, c'est quelqu'un qui est d'abord issu d'une certaine élite locale, d'Isnahaja de la Mauritanie, Iznagan. Aznaga en Tamazir, c'est-à-dire l'habitant de l'Oasis. C'est les habitants d'Oasis. C'est une grande confédération qu'on appelle l'Isnahaja et qui est divisée à l'intérieur en deux fractions. Une fraction toujours locale est fixée en Mauritanie, qu'on appelle l'île Mtouna, et une deuxième partie qu'on appelle les Goudala, à Goudal en Tamazir, c'est les pâturages, qui font paître leurs moutons et leurs cheptels jusqu'au sud du Sousse aujourd'hui. Vers le nord, donc. Jusqu'à l'Anti-Atlas. Alors, on les appelle donc l'île Mtouna. Ça n'a rien à voir avec l'arabe l'item, mais el-Mtoun en Tamazir, c'est-à-dire le groupe fixe, le groupe qui ne bouge pas de la région d'Edrar. Parce que ce qu'on lit souvent, c'est l'item, les parce que quand on l'écrit en arabe, l'item, et comme il porte déjà un certain l'item, exactement, les Touaregs l'ont jusqu'à aujourd'hui, et même toute une partie du Sahara et de Mauritanie, où les hommes portent toujours une fierté, mais ça s'explique juste par le sable. Le sable, bien sûr. Ça s'explique par le sable. Aujourd'hui, les touristes le prennent quand ils vont vers Zagora ou vers... Donc, c'est pas tous ceux qui ont vécu mais c'est une nécessité. Ouais, tous ceux qui ont vécu une tempête de sable savent à quel point ça sauve la respiration. Il est donc le cousin et le neveu des deux premiers chefs. Les deux premiers chefs, c'est Abou Bakr Ben Omar et son cousin, qui étaient allés à la Mecque et quand de retour, ils sont passés par Kairouan, ou la Tunisie d'aujourd'hui, où ils ont demandé au grand frère d'origine Fassi, qui s'appelle Abou Imran al-Fassi, de leur donner un ou deux de ses étudiants pour propager, pour mieux expliquer l'islam chez les Bédouins dans le sud du Maroc ou le sud du Maghreb aujourd'hui. Alors, Abou Imran leur a envoyé avec eux Abdallah Ben Yassine. Abdallah Ben Yassine, le Jazouli, c'est un souci. Il va être le fqih l'interprétateur plutôt de l'islam. Parce que pour les gens du Sud, ils sont
pour Abou Bakr Ben Omar, ils sont des musulmans, mais d'une façon superficielle. Ils ne connaissent pas tous les rites, les pratiques, les explications, etc. etc. C'est pour cela qu'ils ont demandé l'aide d'Abou Ayman al-Fassi. Donc, Pardon, Abdullah Ben Abou Yassine, Ayman al-Fassi, ils l'ont trouvé en Tunisie. en Tunisie, oui. Et il leur a a enseigné. Il a D'accord. enseigné. Un Fassi. Oui, mais c'était d'origine. Mais il C'était leur facile. propose, il leur dépêche, disons, il leur délègue, il leur détache. Il leur détache Abdullah exactement. Ben Yassine, Et, souci. oui. Donc il n'est pas en Tunisie. Non, Abdullah Ben Yassine était en formation chez Abou Ayman al-Fassi. Ah, C'était un d'accord. étudiant. D'accord. C'était Ouais, un il y en a un disciple. qui est venu de Fès, l'autre qui est venu de Sousse. Exactement. À la fac, de À la Kairouan, fac, à Kairouan. il leur a La dit grande prenez mosquée de celui-là, Kairouan. salam alaikum. Exactement. Les gens ont besoin d'un frais. Parce D'accord. que, disons, jusqu'à cette date, le pouvoir qui est passé en Afrique du Nord était sous la tutelle soit des Fatimides, soit des Abbasides, soit des Omeyyades de l'Andalousie. Donc nous n'avons pas, l'Afrique du Nord n'était pas tellement autonome. Et cette virgule, avec l'arrivée de l'islam jusqu'à Moulay Idriss, et plutôt Ben Tashfin, parce que c'est lui qui va arriver, il y avait une multitude de petites principautés, parfois kharijides, parfois un mélange de sunnisme et d'autres choses, une explication locale, c'est les Barghouata, de la Sijil région de- Massan, Kor, Oui, Barghouata, exactement. toutes ces... Chaque petit groupe, là, chaque principauté est d'une obédience extérieure, ce qui fait qu'il n'y avait pas l'unification. Alors, tout le charme et le pouvoir de Youssef Ben Tashfin, qui, j'ai dit, il a fait 50 ans d'apprentissage de la politique. On nous dit qu'il n'arrive pas à lire, mais il a un instinct politique. Il est issu d'une organisation où on connaît déjà la valeur des hommes, la valeur de l'espace, la valeur du pouvoir, la valeur du dialogue. Parce que Ben Tashfin, c'est, quoi qu'on dise, c'est un homme de dialogue. Alors quand les Almoravides, c'est-à-dire les Senhaja, ont débarqué vers le nord, il n'y avait pas d'opposition ni de résistance, jusqu'à Ramat. Oui. Ramat, pas très loin d'ici d'ailleurs, à 25 km de Marrakech. Ramat, c'est déjà une cité qui Prospère. devrait prospère, où il y a le commerce, il y a même, disons, 40% de la population est de confession juive. Et les Msmouda, c'est-à-dire les tribus locales, les Hintata principalement, Hinten et Eilen, pas très loin, se sont accommodés de toute cette vie communautaire, comme ça se passe à Mzmez, à Dimenat, un peu à Sfro, c'est-à-dire il y a, je dirais pas une coexistence, mais une cohabitation des deux religions. Alors les gens qui sont venus de l'extrême sud du Pardon, Maroc, c'est il n'y avait Mohamed. pas de juifs. Pardon, c'est vrai. Quand vous parlez de deux religions, c'est la religion juive et la religion l'islam. musulmane. Oui, mais Il n'y a pas une troisième voie. C'est-à-dire, il y a des gens, est-ce qu'il y a des gens on nous qui disait n'ont... qu'il y avait Des chrétiens quel chrétien, mais c'est pas facile à Parce que d'après le démontrer. professeur Philly qui fait les fouilles à Hermès, Exactement. la Ils ont trouvé mosquée... beaucoup de choses, mais oui. Ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas une quatrième voie qui est autre chose, qui a complètement disparu Je ne sais pas. de peut-être l'animisme, oui, du ça existe pré-islamique, toujours. du... L'animisme ou, disons, les religions naturelles, c'est connu. Les Imazighan ont adopté ce qu'on appelle les religions naturelles. Ils ont vénéré à la fois l'eau, les forêts, les grottes, et Ah oui. c'est Les écrit par éléments, les quoi. Français, par René Basset depuis le début du siècle, les anciennes religions des Berbères, etc., etc. Alors revenons à Senhaja. Donc, à ce moment, Abou Bakr va repartir vers le sud pour résoudre quelques problèmes. Comme la tradition classique, etc., il a divorcé d'abord de la fille du chef de Ramat, qui s'appelle Zeynep Ben Nefzaouia, et elle va devenir l'épouse de son neveu, Youssef Ben Tashfin. Cette dame dont on parle beaucoup et on a écrit beaucoup, est d'abord connue comme faisant partie de l'élite. C'est une lettrée, c'est une dame qui maîtrise l'organisation, qui maîtrise à la fois l'explication de beaucoup de choses, ce qui fait, on nous dit qu'il a appris beaucoup de choses à Ben Tashfin, qui est venu à peu près presque naturel, brut. Il est venu de son désert brut et c'est cette dame qui a fait sa formation pour l'orienter. Alors, on nous dit généralement que les Senhaja, comme il n'y avait pas de communauté juive dans l'extrême sud, ils ignoraient jusqu'à leur existence. Et comme il y a beaucoup de juifs à Ramat, pour eux, soit qu'ils fassent exiler les juifs en dehors de Ramat ou de s'exiler eux-mêmes. Et c'est de là que vient la marche vers la création de Marrakech. Donc, Ben Tashfin va nous créer Marrakech d'aujourd'hui, qui serait par la suite sa capitale. Youssef Ben Tashfin, donc, qui... Donc Youssef Ben Tashfin, pardon, il se marie avec Leila Zinebtar. Il a, je crois, la cinquantaine. Oui. De la cinquantaine. Oui. Et il devient donc Émir le Mousselimi. C'est ce que les Européens, les Français appellent le mariage de raison.
Ce n'est pas un mariage qui est lié à autre chose. D'ailleurs, on ne nous parle pas beaucoup des enfants de Zainab avec Youssef, ce qui fait presque il n'existe pas. C'est écrit nulle part. C'est d'autres dames qui lui ont donné Les héritiers. les héritiers, elle et la suite, En elle Andalouse, est je Tamim, pense, etc., en Andalouse. etc. Alors, Ben Tachfine va choisir cette plaine. Il va s'éloigner, il va créer Marrakech, ils vont la nommer Marrakech, c'est l'Ahdullah, c'est le pacte de Dieu, où c'est écrit quelque part qu'il ne faut pas y rentrer armé, il faut pas. L'essentiel, c'est qu'il a créé le premier centre urbain dans la plaine. À partir de l'Atlantique jusqu'à Dmenatik, ici le vide, il n'y avait pas de ville. Alors, c'est pour cela que Marrakech est devenu principalement une ville Centrale. liée justement à l'arrivée du Ibn Tashfin. On a parlé beaucoup de cet homme qui gouverne en même temps, il participe à la construction de Beit al-Hajar, Dar al-Hajar, c'est-à-dire le premier palais de sa résidence. Ils le décrivent comme un homme simple dans sa vie, très simple, proche des gens. Alors, c'est pour cela qu'il a institué le premier pouvoir en calquant juste la tribu. C'est un pouvoir horizontal. Il est le chef délégué. Il est le chef délégué au nom de la tribu et de la nouvelle doctrine qui est l'islam. C'est d'ailleurs de là que viendra par la suite d'autres problèmes parce que le pouvoir n'a pas été hiérarchisé comme fera Bint Umar par la suite. Alors, Quand vous dites qu'il n'est pas hiérarchisé, c'est-à-dire quoi? Qu'il y a une Mijlis, il y a une assemblée? Oui, il y a Grau. Oui, on gouverne via toutes les tribus sont représentées. Il faut toujours une sorte de vote, il faut un débat pour prendre une décision quelconque. C'est pas un chef absolu, c'est ce que vous me Ce dites. n'est pas un chef absolu, c'est quelqu'un qui a laissé les choses venir. C'est pas quelqu'un qui crée des difficultés comme Napoléon, quelqu'un au même Ben Umar. Il crée les difficultés pour qu'il soit lui le patron ou celui de la qui va solution. trouver la solution. Ben Tashfin, il laisse les choses d'une façon presque naturelle. C'est l'habitude des Bédouins, c'est l'habitude des gens du désert. Il y a l'espace, il n'y a pas d'oppression. On laisse les choses mûrir et venir. Ils ont tout leur temps, contrairement aux agrariens. Les agrariens, ils combattent l'année entière. La vie pastorale, ils vous donnent un temps. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de poètes chez les Bédouins que chez les citadins. Jusqu'à aujourd'hui, les poètes, ils ont le temps pour... Alors, Ibn Tashfin va créer Marrakech et il va s'installer, il va créer l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le Makhzen, les trois piliers. D'abord, le pouvoir tribal qu'il va hériter. Il va construire la première grande mosquée qui s'appellera par la suite la Koutbiya, ça vient du Koutbiya, et Dar al-Mal, Beit al-Mal, qui c'est le Makhzen. Alors, cette triangulaire va traverser l'histoire du Maroc jusqu'à aujourd'hui. Il y a le pouvoir, le savoir et l'avoir. L'avoir, c'est la tribu. Donc, il va garder presque tout le pouvoir. Le savoir, c'est l'islam, c'est le fuqaha, c'est les juges, c'est les intellects, entre guillemets, c'est les savants du moment, les érudits, etc., etc. Et cette structure existe jusqu'à aujourd'hui. C'est une structure presque unique parce qu'il suffit de quitter à peu près l'espace marocain pour la voir disparaître. Parce Alors, on répète la structure. Donc, les Turcs l'ont gommé en Algérie. Les Turcs ont gommé en Algérie. Oui. Au reste au Maroc, donc le savoir, c'est Zaouïa, c'est le côté religieux. Il n'y avait pas encore de Zaouïa, il y a le Ribat. C'est le Ribat. Il y a le Ribat qui a deux fonctions. Donc le savoir, en fait, c'est lié à la religion. C'est la maîtrise de tout ce qui l'écrit. dérive de la religion, c'est de l'interprétation. Ouais. L'interprétation de l'islam et une sorte d'adaptation des textes coraniques de l'islam. Au quotidien des gens, c'est-à-dire au problème de l'héritage tel qu'il est établi par la tribu. D'ailleurs, les questions non résolues depuis Ben Tashfin et depuis Yaqub al-Mansour existent jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que possède la tribu, que possède la Zaouïa, que possède quelqu'un. On nous parle de l'Amlak d'une façon générale. Le foncier au Maroc, il est mal défini ou il est trop défini jusqu'à ce qu'il soit bloqué. Alors, Non, je finis la liste, comme ça les gens suivent. Donc le savoir, le côté religieux, le pouvoir. Quand vous dites le pouvoir, c'est la tribu. Le pouvoir, c'est la tribu dont il est issu. C'est la puissance militaire aussi. Oui, bien sûr. Quand on dit la tribu, c'est le pouvoir. Voilà. C'est une machine de guerre, la tribu. Et l'avoir, c'est le territoire. C'est-à-dire, c'est l'impôt, c'est la production d'abord, parce qu'il faut une production énorme pour avoir le kharaj, pour avoir les impôts, pour avoir zakawat al-ashar, parce que l'État musulman s'appuie sur ça, les entrées. Les Almohades, les changer par la suite, ils vont créer, disons, le domaine royal d'aujourd'hui. Il est créé au temps des Almohades sur Yaqub al-Mansour, ce qu'on appelle Amlak al-Makhzaniya. C'est-à-dire que le sultan, il est le tuteur de Dar al-Islam,
donc des hommes de la terre, la société de la terre, et c'est lui qui vous délègue en usufruitier une partie. Vous payez, vous donnez d'avance, vous donnez à la suite. Un grand nombre de tribus du Maroc, ils étaient là pour produire justement au nom du makhzen, manger, profiter, économiser, mais donner la moitié, donner l'ashur. Les Mérinides, par la suite, vont bien détailler la situation. Et on va parler de l'Hamas, le Rabah et tout ça. Le pourcentage. Pas non plus. Ça dépend. Si vous êtes proche de l'eau, c'est une terre irriguée, c'est une terre pour un culte, etc. C'est l'effort. On juge selon l'effort que vous allez faire. Et donc, vous allez donner soit un cinquième, un quart, un tiers, un demi. Mais revenons à Youssef Mstachfine. Donc, on a quand même l'impression que vous décrivez cette triple structure, cette espèce de triangle, disons... des Bermudes. Voilà, des Bermudes. Triangle fondateur de... Ça résonne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la fondation de ce qu'on est, s'est faite sous cette époque. Oui. C'est pour ça qu'il est important, en fait. Il suffit de voir comment les Marocains cherchent toujours à prouver l'existence du makhzen. Jusqu'à aujourd'hui, 20e siècle, 21e siècle. On a toute une panoplie dans notre langage et en même temps dans le vécu dans l'espace. On parle du makhzen, quand c'est bloqué, quand l'État moderne n'arrive pas à résoudre nos problèmes, on pense au makhzen. Parce que le makhzen, il n'a pas besoin de texte. Il est volontaire. Il prend des décisions. Ils disent même parfois il est dictateur. Le makhzen, parfois, il est dictateur. Par contre, l'État moderne, c'est toujours une institution, une constitution, des institutions et des textes juridiques. Alors que le makhzen, il suffit de demander le Jama'a de voter, je dirais, un décret, une position, et on l'applique. Ce qui fait, c'est vite fait. Ça facilite quand même l'évolution. Par contre, quand on a commencé à adopter, surtout avec la colonisation, avec l'IOT, toute la France, la République a débarqué chez nous, avec ses termes, sa façon de voir l'espace, sa façon de considérer les individus, les groupes, etc., etc. Par contre, le makhzen, il a une autre vision. Parce que le makhzen, quoique la tribu apparaît beaucoup, il y a quand même ce filigrane de l'islam. Il y a ce filigrane de l'islam qui reste toujours la référence pour les grands conflits, l'ijtihad et puis l'a'raf al-qabaliya, c'est-à-dire les us et coutumes des tribus. Les tribus ont gardé leurs us et coutumes jusqu'à l'indépendance du Maroc et même après. Bon, d'accord, revenons à Youssef Mstachfine. Voilà. Donc, construit Marrakech, il gère, comme vous l'avez dit, par le dialogue et par une structure plutôt horizontale que verticale. Oui. Et il va quand même s'illustrer, en fait, en tout cas marquer l'histoire aussi par son expédition andalouse. Exactement. Alors, Mstachfine a fait quelque chose d'extraordinaire pour le Maghreb et qui résiste jusqu'à aujourd'hui. Il a gommé ce qu'on appelle, entre guillemets, les firaq, les hérésies. Il a commencé par les Barghouata, puis le Khawarij, jusqu'à s'éclipser un peu vers le sud de la Libye, le sud de l'Algérie. Donc, ils ont quitté l'espace productif et les lignes de commerce, les routes commerciales. Et à un moment donné, les problèmes de l'Andalousie, les principautés des Taïfa, comme on les appelle, vont rentrer dans des difficultés vis-à-vis de leurs voisins chrétiens. Alphonse VI. Alphonse VI, exactement. Alors Ben Abbad, le principal, le chef de Cordoue, l'émir de Cordoue, a demandé l'aide à Mstachfine. Ça serait le premier passage. La traversée vers l'Andalousie de Mstachfine. Il a découvert que les musulmans n'avaient plus presque pas d'armée et qu'ils habitent en majorité des villes. Ils ont quitté carrément l'espace agrarien. Ils sont devenus soit des artisans, soit des fonctionnaires, entre guillemets, qui gagnent leur pain à l'intérieur des villes. Et tout ça n'a pas pu produire un surplus de population pour créer des armées. Troisième élément, Mstachfine, quand il a pris le titre de Amir Muslimin, alors il doit l'obligation de défendre l'Andalousie au nom de l'islam. Alors, le premier passage, le premier traversée, il les a défendus. Pardon, traversée. Et on a mis des chameaux sur des bateaux, Yek. Oui, on nous dit. Je ne sais pas, je pose la question. Oui. C'est une grosse opération. C'est une grosse opération. Donc, c'est l'armée almoravide. Pour que Zlaqa. Ouais, voilà, j'arrive à Zlaqa, justement. Exactement. Et c'était fait, c'est-à-dire qu'il a tranché une question épineuse. Parce que, disons que l'extrême majorité des princes régnant en Andalousie, c'est les dérivés de ce qui reste des Omeyyades. Mais de lointains Omeyyades qui aimaient la vie des palais, d'ailleurs Ibn Abbad en est le meilleur exemple, qui aimaient un peu une vie de débat intellectuel, mais où les affaires de l'État marchent mal.
Parce que l'État, ce n'est pas seulement... Il ne va pas vivre avec la poésie et la musique. Il doit avoir une armée pour la défendre. Il doit avoir une économie qui marche pour avoir des impôts pour soutenir ce pouvoir. Mais sur les impôts, je crois savoir, je demande la confirmation, que ces taïfas, donc andalous, payaient aussi des tribus à la Castille pour leur protection. Bien sûr. Donc c'était des royaumes vassaux. Oui, oui. Voilà. Il y a des régions tributaires qui payent pour qu'ils soient protégés. Mais le charme, c'est que Ben Tachfine n'a pas fait la guerre en Andalousie pour l'avoir. Pour lui, ça a été écrit l'Inusrat al-Muslimin, l'Inusrat al-Islam ou al-Muslimin. C'était ça le projet. Mais le premier voyage, le deuxième voyage, il a découvert que les princes andalous, les princes du Taïfa, en même temps, du moment qu'ils quittent l'Andalousie, ils rentrent en difficulté interne, puis des liens de guerre avec les principautés chrétiennes. Ce qui fait, c'est une trahison pour lui. Et c'est pour cela que le troisième voyage, et il a fait Tabula Rasa, comme on dit depuis Descartes, et l'Andalousie devient une province des Almoravides. Avec la déportation de Boloché, etc. Mais comment ils sont accueillis, les Almoravides, à Séville, à Cordoue Les Almoravides... J'imagine, physiquement, les chameaux, les tenues... Oui, c'est à peu près comme dans toutes les guerres. Comme quand les Vikings ont débarqué du nord de l'Europe, c'est devenu un peu comme des extraterrestres. Les rigoristes du désert, quand ils ont débarqué en Andalousie, dans un luxe quand même. Un luxe très supérieur, des palais, de grandes mosquées, la musique, la littérature. Les gens parlent 2-3 langues. C'est comme à New York aujourd'hui. Alors, eux, ils sont venus avec leur langue. En majeure partie, il n'y avait pas encore de population arabophone au Maghreb. Donc, il n'y a que eux qui gèrent la situation. Mais le problème de Ben Tachfine, c'est qu'il a voulu défendre l'islam avec des musulmans. Et l'économie du Maghreb, c'est-à-dire son empire initial, ne peut pas soutenir cette guerre. Il faut que l'Andalousie participe. C'est ça sa décision. Si vous ne pouvez pas vous défendre, vous allez devenir une province et payer, et on va vous défendre. Et c'était ça le projet. Et l'Andalousie de Ben Tachfine va continuer jusqu'à la fin d'Imérini. Donc, ça va être quand même quelques... Et ça va être aussi au niveau... 350 ans. Ouais, 350 ans. C'est pas quelque chose de... Disons même que pour les orientaux, quand ils décrivent l'Andalousie, ils décrivent l'héritage oriental de Damas. Aujourd'hui, les Maghrébins, ils écrivent l'histoire de l'Andalousie comme étant une province du Maghreb. Il était une province. Il est riche, il est belle, il est plein d'intellect, mais c'est une province comme une autre. C'est-à-dire qu'il fait partie de cet empire dont la capitale n'est autre que Marrakech. Restons sur ce point-là. Pourquoi on a l'image, quand on parle d'Andalousie, arabo-andalouse, d'Espagne, pardon, arabo-andalouse? Vous savez, c'est l'héritage de la culture européenne. À un moment donné, les Européens croyaient qu'ils vivaient dans une culture gréco-romaine, puis une culture judaïo-chrétienne. Donc, en mesure comme quoi les autres ont participé. C'est les historiens, c'est les clercs, c'est les érudits qui nous créent ce genre de... À un moment donné, on parle de arabo-musulmans. C'est-à-dire les Arabes sont les principaux et les musulmans sont les annexes. Les Maghrébins, maintenant, ils écrivent l'histoire de l'Andalousie comme faisant partie du Maghreb. Donc, on l'appelle hispano-mauresque. On écrit hispano-mauresque. D'ailleurs, avant les Maghrébins, c'est Livre provençal qui est écrit parce qu'il y a l'attrait hispanique et l'attrait mauresque dans toute la culture, la civilisation qui a duré depuis que les Almoravides ont débarqué et ont annexé l'Andalousie. Alors ce grand bonhomme, Ben Tachfine, donc, qui va être quelqu'un de très simple dans sa vie, il a en même temps su créer ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte de communauté d'esprit. C'est-à-dire que toute la communauté, à un moment donné, sentait qu'il est protégé et qu'il participe d'une façon ou d'une autre à ce grand projet. Parce que le grand projet du Maghreb, depuis Messinissa, c'est qu'il n'y avait pas de pouvoir central. Il n'y avait pas de pouvoir local. On y gouvernait soit de Damas, soit de Rome, soit les Visigoths, soit etc. etc. Mais Ben Tachfine, c'est le premier grand pouvoir local. D'ailleurs, c'est Mohamed Al-Qabli a écrit un texte excellent sur le Maghreb en cette époque, comme quoi c'est la naissance de ce que nous appelons aujourd'hui le Maghreb. La naissance du Maghreb, parce que, quoique Ben Tachfine a accepté le malikisme, il a laissé quand même les Corans le traverser. Il a laissé une certaine liberté. Parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est l'unité de la Ummah. C'est-à-dire qu'il doit avoir une seule doctrine, le malikisme.
D'ailleurs, on raconte que la deuxième traversée vers l'Andalousie, en revenant sur Marrakech, il a trouvé le fuqaha al-Koutoubia en train de discuter le madahib, c'est-à-dire les doctrines venues d'Orient, comme les hanbalites, etc. Il a demandé à son interprète, lesquels sont nombreux. L'interprète a dit les malikites. Il a frappé avec son bâton sur la terre. Il a dit wa nahnu minhum. C'est comme ça qu'on est devenu des malikites. C'est par décision. C'est une décision. Il fait partie de la doctrine. C'est pour cela que tout le temps, toutes les constitutions du Maghreb aujourd'hui, on va lire le malikisme. Bien sûr, après Ben Tachfin, on va ajouter l'aqida al-ash'ariyya. Ce grand projet de Ben Tachfin, il a réussi quand même à nous créer ce grand espace auquel tout le monde aspire aujourd'hui, qui est le Maghreb. Bien sûr, l'Andalousie, c'est autre chose, mais le Maghreb, c'est les fondements même d'un espace commun. Il a créé par la suite des réseaux de commerce, il a créé les conditions de production et les conditions de stabilité, et c'est ça le début de l'Empire. C'est pour cela, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde, quand il parle, il pense almoravide, il pense ces gens. Et généralement, ce n'est pas seulement chez nous, les grands problèmes de l'histoire se résolvent à partir de la périphérie. Les Almoravides sont venus de la périphérie du Maghreb. C'est la Mauritanie d'aujourd'hui. C'est Gorée. C'est la Mauritanie. L'équipe de football de Mauritanie aujourd'hui s'appelle le Morabitoun. S'appelle le Morabitoun. Même leur télévision s'appelle le Morabitoun. Quoiqu'ils sont venus un peu d'Arabie, l'extrême majorité, je crois, ou une majorité du moins, sont d'origine arabe, mais ils réclament quand même, ils commencent leur histoire avec Ben Tachfin. En résumé, on a avant Youssef Ben Tachfin un espace morcelé avec un émirat de Hermel, de Sijil Messa, de Nkour, Balrouata, un résidu d'Idrisside aussi, je pense, qui est encore là. Et à la fin du règne de Youssef Ben Tachfin, on a un espace. C'est tampon, c'est tout. Voilà, on a un espace unifié, disons, en tout cas ramassé, une doctrine imposée mais unique. Oui. Et on a ce qui ressemble à un empire. Ou un État. Oui. Voilà. C'est un empire. C'est un empire. Alors ma question est, comment Youssef Ben Tachfin signe ses lettres? Comment il se voit? Est-ce que il n'était pas le seul pas le seul du pouvoir marocain, y compris Moulay Ismaïl. Là, mais lui, il signe Amir al-Muslimin. Oui, il signe avec Amir al-Muslimin. Le Maghreb al-Aqsa, là, Youssef al-Moumin, Allah waliyu, hafidahullah, et des choses comme ça. Ma question est, est-ce qu'il se met sous la protection de Damas, par exemple? Non, Damas n'existe plus, c'est plutôt Bagdad. Mais quand les Almoravides ont débarqué, c'est déjà la fin de l'Empire abbasside. D'accord. C'est les Turkmènes, c'est ce qu'on appellera par la suite les Turcs et les Salajiqa, les Seljoukides, qui vont régner. C'est la soldatesque du dernier moment qui va devenir par la suite, qui va prendre le pouvoir parce qu'ils doivent se défendre, et de la cassure va sortir les Ubaydiyin, les Ayyubiyin de Salah ad-Din, etc., ce qui fait l'Orient n'existe plus pas. Et les populations venues de l'Asie centrale ont carrément déséquilibré l'économie du Moyen-Orient, de l'Empire abbasside, jusqu'à Chouar, jusqu'à Tampé. Donc Youssef Ben Tachfin... Lui, il a accepté. À un moment donné, ils se sont déclarés, parce qu'il n'était pas le seul, sous l'obédience, la tutelle abbasside. C'est pour cela, d'ailleurs, on nous explique, ils n'ont pas pris le titre de Amir al-Moumoinin, parce que c'est réservé à Bagdad, à Damas au départ, et à Omar ibn al-Khattab, etc., Abu Bakr et Omar, etc., mais Amir al-Muslimin tout court, c'est-à-dire un grand comme il se déclare, je suis le lieutenant de. Je suis le lieutenant. Mais concrètement, il n'y a pas. Mais il n'y avait plus de pouvoir abbasside. Non, même il n'y a pas de contact de hiérarchique. Non. C'est-à-dire qu'au-dessus du Youssef Ben Tachfin, il n'y a personne. C'est-à-dire sur l'espace dont on parle. Hein. L'Empire abbasside, ce qui reste de l'Empire abbasside en ce moment, c'est Bagdad. C'est presque l'Irak d'aujourd'hui. Et le domaine. Le reste, elle a pris son autonomie. Le domaine sur lequel il règne, comment il l'appelle? Est-ce qu'il lui donne un nom? Est-ce que c'est Dawlat on l'appelle le Maghreb al-Aqsa, le Maghreb al-Islami, le Maghreb, généralement. Et par la suite, on a parlé de Maghreb al-Aqsa, c'est juste de domination géographique. Parce qu'il y a 1, 2, 3, c'est la partie de la Libye, la Tunisie, c'est l'Est, le central, c'est l'Algérie d'aujourd'hui, ou l'Aqsa, et même jusqu'au Maroc, on nous parle de Souss al-Aqsa, c'est le pays d'Etba Amran, etc. C'est Souss al-Aqsa. Le Souss, le classique, traditionnel, c'est entre Tiznit, Taroudant et Agadir. Est-ce qu'il a développé des relations diplomatiques avec d'autres empires? Ben Tachfin,
il a essayé de relever les contextes d'équilibre. Parce que vu la proportion de l'espace qu'il gère, il doit faire attention à ses voisins. Les voisins du Nord, en ce moment, c'était encore l'Andalousie. Et l'actuelle Italie n'existe pas dans ses formes, c'est des petites principautés. Vers le nord de la Méditerranée, il y a la Grèce, c'est déjà la fin de ce qui reste des Byzantins qui vont reculer au fur et à mesure jusqu'à s'éclipser avec l'arrivée des Ottomans, de Mohamed el-Fatih. Mais la diplomatie en ce temps, c'est beaucoup plus la force que le dialogue. Parce que presque tous les réunions du monde étaient des gens analphabètes qui croient beaucoup plus résoudre les problèmes par la force jusqu'à Charlemagne. Et moi, avec la diplomatie. La diplomatie, c'est une essence, disons même une culture typiquement citadine qui est venue du dialogue, d'accepter l'autre, trouver un espace de partage, trouver, etc. Mais dans l'OTAN, c'est la conquête. Alors restons sur la force. Vous n'avez pas le droit d'être faible. D'accord, restons sur la force. On parle donc d'un noyau du sud de la région de Mauritanie qui va conquérir un espace immense, y compris cette fameuse bataille de Zlacha contre Alphonse VI, qui est apparemment une énorme mêlée humaine de 200 000 personnes un bain de sang. Comment peut-on expliquer cette force militaire ou guerrière des Almoravides? C'est quoi? C'est une organisation? C'est un état d'esprit? C'est une technique? Ce sont des armes? Disons que, oui. Comment ils ont fait? Alors, on parle d'armes blanches. Les Almoravides, donc au temps de Youssef Ben Tachfine, par rapport à la population du Maroc, du Maroc principalement, du Maghreb en général, ils étaient extrêmement minoritaires. Mais au nom de l'islam, ils ont pu quand même, d'ailleurs, Marrakech, c'est le pays d'Ibn Smouda, ils ont réussi à créer une capitale dans un espace qui ne leur appartient pas. Ou disons, par la suite, l'histoire va le démontrer, les ennemis sont nombreux. Les Almohades vont s'appuyer sur les Msmouda, leur famille. Ils vont faire évacuer le pouvoir almoravide à la fin. Mais disons que nous étions encore dans une dichotomie de l'histoire où on combat une religion contre une autre. C'est l'islam contre les chrétientés. C'est-à-dire c'est les croisades avant les croisades. Les musulmans se coalisent pour combattre au nom de leur doctrine. Bien sûr, ils ont les mêmes intérêts finalement. En fin de compte, ils vont avoir les mêmes intérêts. D'ailleurs, nos parents, quand on leur demande qui êtes-vous, ils vont nous dire musulmans. Leur identité, c'est l'islam. L'identité de base. Si nous, aujourd'hui, que Mohamed el-Khamis faisait ses discours en parlant de mes sujets, Ra'ayn al-Ofiya, Hassan, le premier discours, il a parlé de Shabi el-Aziz. Donc, il nous a changé l'identité. On est passé de Ra'aya sans avoir l'Oumma. Avec Hassan II, on est passé directement au peuple. Oui, mais restons sur voilà. cette force militaire. Juste techniquement, pour avoir des images. Il n'y a pas de poudre à l'époque, je ne dis pas de bêtises. On est sur des armes blanches. Oui, oui. Donc il y a une certaine organisation. Il y a le cheval, le chameau, le dromadaire, les arcs, pas de chameau, et les épées, et le nombre. C'est le nombre. Il y a le manjanir, c'est la catapulte, etc. Mais c'est surtout, toutes les villes tombent parce que les assaillants sont tous jeunes, forts. À l'intérieur des cités, il y a des femmes, des enfants, des vieillards, des cimetières, de l'argent, des fortunes. Donc, quand vous encerclez une ville, à la longue, il va tomber. Parce que ceux qui sont dehors, ils sont forts, ils n'ont rien à perdre. Alors qu'à l'intérieur, il faut sauvegarder beaucoup de choses. Et l'arrivée des Almoravides en Andalousie, c'est dans cette situation. Ils sont des militaires, disons des assaillants, et les autres, c'est des économies. C'est une économie urbaine. Alphonse VI va quand même monter une armée catholique. Oui, bien sûr, c'est au nom de la religion, comme j'ai dit. Oui, mais cette armée catholique va être défaite. Donc, enfin, moi, je suis un peu les chrétiens, les gens qui arrivent de Mauritanie pour aller battre l'Empire. Ça a toujours épaté les gens. Comment des gens très simples, dans la vie et très rudimentaire, disons même basique, ont réussi à installer un pouvoir qui va intégrer des civilisations, entre guillemets, supérieures à son système. L'Andalousie, même le Maghreb, de ce qui reste des Idrissides, etc., c'est déjà la ville de Fès, c'est déjà des intellectuels, c'est déjà la monnaie, c'est beaucoup de choses. Mais même Hermet, Tedros, Hermet, etc. Mais ces gens, c'est comme tous les commerçants. Les Snahaja du Sud sont connus par leur commerce. Ce sont des transhumants et des commerçants en même temps. Ils ont une faculté d'adaptation extraordinaire. Contrairement aux citadins et aux agrariens en particulier, qui ont un calendrier naturel décisif et définitif. Les 4 saisons, l'été, l'hiver, etc. Un bédouin, non.
il a le temps de réflexion. Le cheptel, il est gardé par 2-3 personnes. 10 autres font autre chose. Soit la guerre, soit le commerce, etc. Et c'est de là, à mon avis, qu'est venue leur force. Ils étaient à la fois mobiles et surtout ardents, croyants. Ils croyaient quand même qu'ils étaient en mission pour sauver. Parce que quand Ben Teshfin combattait le Firak, c'est les principautés, soit kharijites, soit chiites, soit etc., ils combattaient au nom d'une doctrine et d'une foi supérieure. C'est-à-dire qu'ils combattent au nom de Dieu. C'est pour cela qu'on l'appelle les Moujahidines, les Nasiruddin. D'ailleurs, parmi les titres de Teshfin, c'est Nasruddin. Nasiruddin, il a le même, ce serait le grade plus tard de Salah ad-Din al-Ayyubi. Oui, dans les croisades orientales. Ouais. C'est un grade réservé, presque exceptionnel, parce qu'il a gagné une bataille pour défendre l'islam ou pour défendre les musulmans. C'est de là que vient sa puissance. Et je crois que Teshfin, malheureusement, n'est pas très connu ni au Maroc ni au Maghreb, jusqu'à sa ville, Marrakech. Quand vous demandez à quelqu'un de vous montrer le mausolée de Ben Teshfin, c'est quelque chose même, quand même de dégradant, comparé au mausolée de Ben Abbad, qui était un simple prince et qui était, disons, un réfugié malgré lui. Oui, le ministère de la Culture, jusqu'à aujourd'hui, entretenu depuis Mohamed El-Fassi jusqu'à Ben Issa, etc. Alors que il y a un côté idéologique dans la. Il y a de l'idéologie, exactement. Je crois personnellement qu'il y a de l'idéologie. Il y a même des associations qui sont constituées ces dernières années pour créer un fonds et refaire. Mais l'État refuse parce que l'État, tu dois passer par des autorisations. Il faut un plan, il faut etc. Pour dire justement, quand Kadhafi, que Dieu ait son âme, est à Marrakech pour signer le pacte du Maghreb arabe, comme on l'appelle, il a demandé à voir la tombe de Ben Teshfin. Et quand on l'a amené, quand même, il s'est révolté, il a même presque pleuré. Il a dit, ce grand homme réside ici, etc. Alors que ce fou, il nous fait la morale, quand même, c'est un peu... c'est vexant. Pas un fou, quand même, c'est quelqu'un c'est vexant. Youssef Ben Teshfin, apparemment, c'est un homme plutôt simple dans ses habitudes. Il n'a pas construit de grands palais, il n'avait pas des habitudes très luxueuses. Il est resté plutôt ascétique, c'est bien ça? Oui, c'est un homme simple. C'est un homme simple et je vous ai dit tout à l'heure qu'il participait à la construction. Le texte de Blewahd al-Bourrakouchi, qui vivait en même temps que lui à Marrakech, enfin, il était jeune, il va vivre avec Ali Ben Youssef, etc. Quand il décrit Youssef Ben Teshfin, وقامته وعيناه ويميل إلى هذا, etc. وكل يوم, c'est-à-dire chaque jour, il sort lui-même, il marche humblement parmi les gens pour soit faire la prière, soit recevoir les gens, soit voir la situation, la nouvelle situation. Et à un moment donné, lui-même, il devient un ouvrier ou un malem pour la construction. Des gens comme ça, c'est la phase primaire et préliminaire des empires, parce qu'ils commencent trop bas, ils vont doucement, ils n'ont pas je dirais pas d'ambition, mais ils restent comme les autres. Ils restent comme les autres. Si vous prenez les grands conquérants venus d'Asie vers le Moyen-Orient, ce sont de simples bergers mongols qui sont devenus des Genghis Khan ou quelque chose. Mais ils étaient tout le temps liés à leur armée. Ils sont comme eux. D'ailleurs, la vie des grands conquérants est étudiée dans les académies militaires. Comment doit se comporter le chef? Ben Teshfin s'est comporté comme un chef simple. Peut-être on a mis en cause sa légitimité parce que son oncle et son neveu sont allés, alors lui il s'est déclaré sultan. Donc il a gardé quand même cette parenthèse de transition, mais il s'est affirmé par la suite comme étant le vrai chef. C'est lui le décideur, c'est lui qui pense, c'est lui qui fait tout. On lui traduit, il tranche les questions. On les traduit dans quelle langue? Le Fuqaha, il parlait, l'extrême majorité des Fuqaha du sud du Maroc, et surtout les Soucis, ils parlaient Tamazight de Snahaja. Donc ils ont accès au texte. Toute sa vie à utiliser comme langue. Il a appris quelques bribes apparemment, il comprend. Comme l'extrême majorité des Marocains d'aujourd'hui, les campagnes chez nous, dans le Haut-Atlas ailleurs, ils sont des musulmans, mais ils n'ont pas accès à ce savoir. Oui, ils n'ont pas. C'est beaucoup plus une culture islamique qu'une religion musulmane. C'est beaucoup plus une culture. Les gens, par tradition, s'est installé. Et à partir de cette date d'ailleurs, les fuqaha vont être une minorité, une petite fraction de la population va s'occuper du savoir, le fiqh, l'enseignement, la formation, etc. Mais l'extrême majorité des gens doivent produire le pain. Donc concrètement, ils gouvernent Mchelha. Oui, on traduit. Mais il n'était pas le seul. On va parler. Pour propager
et permettre l'expansion, il a traduit le Coran en Tamazight. Non, bien sûr, je pose la question. Il a commenté le Mourchida en Tamazight. Et les gens chez nous dans le Haut Atlas l'ont apprise par cœur. Et par la suite, Sidi Ahmed Aouzel l'a mis en poème, en poésie. Il l'a rimé et rythmé. Et les gens l'apprennent par cœur. Non, parce que je pose la question, je connais la réponse, mais quand on voit par exemple un film comique comme Abdouch El Almohad, ils sont censés... Ça, c'est du cinéma. Oui, non, mais, non, mais derrière C'est comme Dali ou Picasso. Il peut mettre l'œil avant l'oreille. Oui, mais ça traduit ce que beaucoup de gens pensent ici, qui est que, on va parler des Almohad dans un autre podcast, mais sur les Almoravides ou les Almohad, ils gouvernent Bchelha. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Est-ce qu'on a une description physique de Youssef Msachfine? Est-ce qu'on sait à quoi il ressemble? Msachfine est un homme de taille moyenne. Il a les yeux noirs. Il a une barbichette comme presque tous les Snages du Sud. Et c'est quelqu'un qui a l'attrait de quelqu'un qui médite. C'est-à-dire qu'il y a toujours un recul par rapport aux choses. C'est-à-dire qu'il a le temps de réflexion. Ce temps de réflexion, c'est lui qui a permis ses réussites. Ce n'est pas quelqu'un qui a la va-vite ou qui prend les... C'est pas un impulsif. Ce n'est pas l'impulsif parce que, d'ailleurs, son amabilité, son humanité l'ont rendu beaucoup plus proche et accepté que s'il s'est imposé par la force. Parce que, quel que soit le nombre de ces soldats almoravides d'origine tribale, etc., quand ils ont débarqué vers le nord, au nord du Haut-Atlas, ils étaient dans un espace où il ne peut parler que de l'islam. S'il parle du tribalisme, il va être éjecté. Bien sûr. Donc, il va parler de la doctrine supérieure. C'est pour cela, je crois qu'il a réussi. Il a passé au stade supérieur. Voilà, il est passé du tribalisme à... Du tribalisme à la nation. À la nation, ou plutôt, voilà, un ciment religieux plus vaste que la tribu du noyau de départ, c'est ça? Oui, oui. Alors, ce qu'a apporté l'islam au Maghreb, justement, c'est un dépassement du tribalisme pour aller plus haut. Il a la peau de quelle couleur? Plutôt sombre, plutôt... Il n'est pas tout à fait sombre, comme on le dit. Quand même, les Sanhaja n'étaient pas sombres. Ceux qui sont sombres, c'est vers le sud, l'extrême sud, c'est le Sénégal. Le terme Sénégal vient de Zénégué des Portugais que les Français ont déformé en Sénégal. Aznag. Aznag a donné Zénégué et a donné Sénégal. Aznag. Aznag, c'est l'habitant de l'oasis, Iznagen. D'accord. C'est les gens qui vivent dans des oasis. Taznacht, c'était un campement militaire de Bentachfine. Tasrimout, pas très loin d'ici d'ailleurs, s'il n'y avait pas la luminosité, on peut le voir, c'est le deuxième campement militaire avant la prise d'Ormat. Et Tasrimout, qui est la garnison militaire sur l'autre Atlas, c'est au milieu d'Imsmouda. C'est une garnison militaire, comme celle de Moulay Ismaël par la suite. C'est au milieu de ce qu'on appelle l'ennemi, il y a une garnison militaire. Donc on casse, et la casse, c'est l'unité tribale entre le Haut-Atlas central et le Haut-Atlas de l'Ouest. Quand on parle de garnison, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de soldats almoravides? Parfois, disons pour l'Andalousie, on nous parle de 80 000, mais c'est un peu un chiffre gonflé. Mais c'est acceptable quand on considère qu'il y a déjà des musulmans de l'Andalousie qui ont intégré l'armée pour défendre l'Andalousie. Non, parce que vraiment, d'un point de vue basique, j'imaginais 80 000 personnes qui traversent le Détroit. Non, c'est impossible. C'est beaucoup. Il y a des choses que la logique et l'histoire n'acceptent pas. Ceux qui font de la poésie peuvent le dire, mais l'histoire, c'est... De toute façon, le début du Moyen-Âge ou même le milieu du Moyen-Âge en Europe, partout il y a une petite population qui diminue. Et l'espérance de vie, ce n'est pas celle d'aujourd'hui, c'était 60, 65. C'est pour ça que son histoire est exceptionnelle, Youssef Msachfine qui vit... Exactement. Il a vécu un siècle, c'est comme Moulay Ismaël. Il paraît qu'il avait un souci de maintenir un impôt acceptable. Je ne sais pas, est-ce que j'ai lu ça? Oui. Il ne ponctionne pas les populations plus qu'il ne faut. Moi, je l'explique. Oui. Moi, j'explique toujours que c'est un fin politique. Tout ce qui va déranger les autres et constituer par la suite une opposition, il l'évite ou il le contourne. Il l'évite principalement et s'il est obligé, il le contourne. Il appelle autre chose. Comme ça, il n'avait pas d'opposition, Bentachfine. Il n'y avait pas d'opposition. C'est le début. L'Imsmouda, l'opposition aux Almohades. Oui, l'Imsmouda qui ont produit déjà le Fuqaha, etc., l'ont accepté au nom de l'islam. Mais comme Bentoumat va réapparaître, et Bentachfine va tomber pas en désuétude, mais
secondaire à Bentachfin. Mais sur l'après Bentachfin, moi ce qui m'a frappé, alors si on prend les grands sultans du Maroc, Moulay Ismaïl, vous avez parlé de Moulay Ismaïl, on peut parler de Ahmed Mansour, on peut parler de... Il y a quand même des grosses guerres fratricides juste après leur mort. Youssef Mtachfin, non. Non. C'est-à-dire l'après Youssef Mtachfin... C'est son fils, Ali, puis c'est son petit-fils. Oui, mais sans heurts. Non. Mais c'est exceptionnel ça chez nous. Bien sûr. Même les Almohades à la fin, ils se sont entretués de leur disparition. C'est-à-dire qu'il a organisé la succession alors qu'il a vécu très longtemps. Vous nous avez raconté dans un autre podcast que Moulay Ismaïl, Haïd Daïm, c'est ça, Moulay qui a tellement été vieux que tout le monde était impatient. Il a été encore plus vieux, Moulay. Voilà, immortel. Immortel. Youssef Mtachfin a vécu encore plus longtemps sans créer de tension sur sa succession. Donc il l'a géré de son vivant. Oui, à mon avis. C'est quelqu'un qui a très bien géré et qui a magnifié un peu la politique. Il l'a rendu beaucoup plus simple. Il n'est pas parti d'un point de vue doctrinaire, comme va être la Bentoumert par la suite. C'est-à-dire, ce n'est pas un grand projet doctrinaire. Ouais, c'est pas d'idéologie. Développer l'islam, défendre l'islam, permettre aux musulmans de vivre et de pratiquer leur religion. C'est des choses très simples. Il a géré le quotidien. Mais l'Andalousie lui a créé des problèmes. Donc, il doit dépasser ce stade de la simplicité pour passer au stade supérieur. De la politique. Là où il a fait de la politique, créer des alliances, former une armée, diriger les guerres. Parce que dans le temps, les sultans sont présents dans les batailles. Youssef Mtachfin, physiquement, il a Zlaka. Oui. Il n'est pas le seul. Moulay Ismaïl était dans toutes ces batailles. Sadine était la bataille les 3 Sadine, les 4 même, avec le musulman, était dans la bataille. C'était cette présence. Moulay Abdelrahman n'était pas à Isli, mais c'est son fils, futur Mohamed Ben Abdelrahman, Mohamed Rabi. Il était là. Il y a la symbolique. Le chef qui combat. Le chef, il doit être là. Et d'ailleurs, Napoléon, il dormait parmi ses soldats. Comment il est habillé, Youssef Mtachfin? Question. Comment il est habillé, c'est un peu farfelu parce que même les artistes, ils ont essayé quand même de prendre le Sahraoui d'aujourd'hui. Et de projeter à Milan. Oui, se projeter un peu avec les hommes bleus. C'est simple, c'est Takhnif, comme on dit là-bas, mais par la suite, quand ils ont débarqué à Ramat, quand même, il y a autre chose. Ramat les a fait évoluer. Et l'Andalousie, Fès existe déjà. Il y a déjà l'artisanat à Fès, il y a déjà les écrits à Fès, il y a beaucoup de Fès. Il l'a sauvegardé, Bentachfin. La muraille de Fès, c'est Bentachfin. La restauration de l'Qarouin, la première restauration, c'est Bentachfin. Moi, je me pose beaucoup de questions sur comment on peut gérer un espace aussi grand avec les moyens de communication d'il y a 1000 ans. C'est-à-dire, on parle de plusieurs milliers de kilomètres verticalement. Si on commence en Andalousie et qu'on termine dans ce qui est aujourd'hui la Mauritanie, en termes de communication, de relais, de reporting, de tout ce qui fait aujourd'hui que la planète a rétréci. À l'époque, on parle de chevaux, de courriers, c'est bien ça, on n'a pas autre chose. C'était la vie du Moyen-Âge. Il y avait le cheval, le faris, comme on l'appelle, le cavalier, le gardien. Oui, mais c'est une grosse logistique. Là, de toute façon, il n'y avait pas cette grande population comme de nos jours. Deuxième, tes ennemis ont les mêmes armes que toi. Pas comme aujourd'hui. Ton ennemi, il a des armes qui peuvent t'effacer du globe. Dans le temps, on se connaît. Avant l'introduction de la poudre, le baroud, l'introduction de la poudre de la Chine vers la Méditerranée, c'est toujours le cheval et le glaive. Mais à partir d'un certain moment, c'est le baroud, c'est les armes à feu. Et ça a déséquilibré. Les Indiens d'Amérique étaient vaincus parce qu'ils n'avaient pas des armes à feu. Ils n'avaient rien. D'autant plus leur culture, leur philosophie, la vision du monde, il n'y avait pas de guerre. L'étranger les considérait même comme un dieu. Il est venu en sa personne. Ils n'ont pas pris les armes. Ils se sont fuis, on les a tués, un point, c'est tout. Mais ici, autour de la Méditerranée, vu la civilisation romaine, la civilisation vandale, la civilisation phénicienne, la civilisation byzantine, ils ont créé toute une culture de guerre, toute une culture politique, que tout cet espace méditerranéen se partage. Soit qu'il reste chrétien, soit qu'il devient musulman, soit qu'il reste d'une obédience, d'une supériorité ou d'une hiérarchie de pouvoir par rapport à un centre quelqu'un. Mais c'est la même culture. Les gens défendent un espace au nom de quelque chose, pour y vivre et pour le conserver. C'était ça ce qu'on appelle par la suite l'État-nation. Alors là, je vous arrête sur l'État-nation. Est-ce que pour vous, le début du Maroc, est-ce que pour vous, c'est Youssef Mtachfin?
pour moi, les structures politiques qui ont perduré au Maghreb jusqu'à aujourd'hui, c'est Youssef Ntachfine. Parce que le modèle oriental de l'Andalousie a échoué. Cette dernière apparition, l'existence, c'est les principautés de Taïfa. Donc, ce modèle a disparu. Il faut créer les mêmes ingrédients pour l'islam, pour les musulmans, mais autrement. Autrement, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait de grandes villes, il ne faut pas qu'il y ait de grandes consommations. Parce que les Almoravides, quoi qu'ils sont des pasteurs, ils sont sensibles à l'agriculture. Ali va être un typique Marocain d'aujourd'hui, comme nous. Ici, c'est chez lui. Il est né ici. Il a vécu en Andalousie. Il a vécu à Ceuta. Donc, ce n'est plus... Ali, c'est le fils de Youssef. Mais c'est quelqu'un qui est né aujourd'hui comme quelqu'un qui vient des environs de Zagora, dont les parents viennent des environs de Zagora, mais il est né à Drb Sultan, à Casablanca. Donc, il se considère Casablancais. Et Ibn Youssef, c'est déjà l'autre modèle. C'est quelqu'un qui a un vrai makhzen, quelqu'un qui a une vraie économie, un vrai trésor public. Il a commencé même la hiérarchie du pouvoir. Malheureusement pour lui, il s'était soumis à l'influence du fuqaha. Il a fait dégager les princes et les émirs des tribus d'Isna Hajra, qui étaient le socle du pouvoir. Il les a remplacés par des Andalous. Et ces difficultés viennent de là. Et ses fils vont... C'est pour cela que Ben Khaldoun nous parle de Asabiya. Asabiya, il va y avoir toujours un noyau dur, disons, qui n'est pas facile. Oui, qui résiste à toutes les températures. Du moment que ce noyau dur disparaît, on parlera comme le pouvoir des États-Unis, c'est des lobbies, c'est quelque chose comme ça. Mais la tradition de la tribu, c'est on conserve au long terme la chose. On la conserve puisque ça crée les conditions de vivre un point, c'est tout. Donc, pour résumer, Bentachfine est exceptionnel. D'abord, la durée de son pouvoir, la longévité de son. Les actes qu'il a pris, ils existent toujours. Il a laissé des traces dans l'histoire du Maghreb. D'ailleurs, quand les salafistes du Maroc commencent à écrire sur les personnages, les grands personnages du Maghreb, c'est Abdellah Gnoun, notre grand académicien marocain, Abdellah Gnoun, fait Noubour al-Maghribi, il a créé une sorte de panthéon des Maghrébins. Et le premier était Bentachfine. Le premier était Bentachfine chez lui. Avant de parler des autres, c'est-à-dire de Bint Mart ou de Yaqub al-Mansour, c'est Bentachfine pour lui. Il y a Moulay Idriss, il y a etc. Il s'appelle Noubour al-Maghribi. C'est l'exception marocaine, comme aimait à dire Hassan II. C'est une exception. C'est quelqu'un qui est venu, qui a géré à un moment donné, qui a créé beaucoup, il a laissé moins de dégâts. C'est pour cela qu'on parle de Noubour al-Maghribi. Bentachfine, il représente cette notion presque 100%. Il est presque l'unique. Sinon, pas le pouvoir du fuqaha, je crois personnellement, vu sa culture, sa formation, il ne va pas créer un pouvoir héréditaire. Il va même laisser les choses ouvertes à un moment donné, parce que dans le Sahara, c'était ça. Et Maziren, c'est le pouvoir à la tournante. C'était le pouvoir une année, 2 années maximum. Mais les conditions ont créé un pouvoir héréditaire. Donc Ali va réussir à régner, mais les Almohades étaient déjà là. Bint Mart et les autres étaient déjà là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci aux éditeurs. C'était super. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.